Donc bienvenue à tous, nous sommes évidemment ravis et émus et honorés de recevoir Maryse Condé aujourd'hui, voilà, dans le cadre du Bleuet, qui s'est un peu délocalisé aujourd'hui. Voilà, on a attendu jusqu'à ce matin, on aurait espéré avoir le grand ciel bleu pour pouvoir s'installer dans les jardins, mais bon voilà, c'était quand même trop juste. Et donc nous remercions Philippe Wagner, donc le maire de Manon, qui est là ce matin. Donc je salue de nous avoir prêté donc la salle. Voilà. Et puis par ailleurs, je salue Brigitte Reynaud, donc, qui est vice-présidente du Conseil général chargée de la culture, qui est là ce matin aussi. Et donc nous sommes heureux voilà, de l'accueillir. Et puis vous tous donc, qui venez pour cette rencontre. Alors, très rapidement, quelques mots à propos de Maryse. Je pense qu'ils sont inutiles pour la plupart d'entre vous. Mais donc, Maryse, vous êtes née le 11 février 1934 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Vous avez été journaliste en particulier, par ailleurs aussi enseignante, professeure à l'Université de Columbia, où vous avez fondé le Centre des études françaises et francophones. Auteur d'une œuvre importante, de renommée mondiale, c'est dit. J'ai compté plus de 70 livres. Est-ce que Maryse peut nous dire exactement ou c'est pas possible à dire? 10 là. Non. 25. Ah ben, il y en a beaucoup plus, Maryse. Bon. Voilà, il y a de très nombreuses parutions. Voilà. En tous les cas, donc, Maryse reçoit donc, le prix Nobel de littérature dit alternatif, donc en 2018, ou encore le nouveau prix académique de littérature le 18 décembre 2018, donc à Stockholm. Voilà. On laisse tomber le côté alternatif. Il y a une anecdote due aux indélicatesses d'un Français, un de plus, semble-t-il. Voilà, chacun ira chercher, mais je pense que vous êtes déjà informés. Reste qu'il n'y a pas eu d'autre prix Nobel de littérature donc en 2018, et il revient à Maryse. Et donc, nous vous en félicitons. On peut vous applaudir, Maryse. Alors, la rencontre va se dérouler de la façon suivante. Nous allons la ponctuer de lectures. Nous serons différents lecteurs et puis on demandera à Maryse de réagir à partir de quelques questions. Voilà. Et puis, vous aurez la parole, bien entendu, donc n'hésitez pas, hein, très simplement, pendant cette rencontre que l'on souhaite donc non seulement conviviale, mais interactive. Voilà. Philippe, à toi la première lecture, donc tirée. Madame Condé, j'ai choisi Victoire, les saveurs et les mots, parce que je suis un amateur de fourchettes. Et j'ai beaucoup aimé les descriptions de repas, les menus, tout le travail de votre grand-mère, puisque donc c'était la grand-mère maternelle de Maryse Condé, qui était une fabuleuse cuisinière. Alors je vais prendre des tout petits morceaux un petit peu partout dans le livre, et je commence avec ce qu'on pourrait appeler votre intention. Ce que je veux, c'est revendiquer l'héritage de cette femme qui, apparemment, n'en laissa pas. Établir le lien qui unit sa créativité à la mienne. Passer des saveurs, des couleurs, des odeurs, des chairs ou des légumes, à celle des mots. Victoire ne savait nommer ses plats et ne semblait pas s'en soucier. Elle était enfermée le plus clair de ses jours dans le temple de sa cuisine, petite case qui s'élevait à l'arrière de la maison, un peu en retrait de la case à eau. Sans parler, tête baissée, absorbée devant son potager, tel l'écrivain devant son ordinateur, elle ne laissait à personne le soin de hacher une cive ou de presser un citron, comme si, en cuisine, aucune tâche n'était humble si on vise à la perfection du plat. Elle goûtait fréquemment, mais une fois la composition terminée, ne touchait pas. Ma mère garda dans ses papiers le numéro 51 de l'Écho Pointois,
où figure au mi-temps d'un article dithyrambique le menu de ce repas de baptême, composé avec lyrisme comme un poème et vraisemblablement expédié au journal par les soins d'Anne-Marie. Ce furent chez les Valberg des agapes à la romaine, l'œuvre d'un véritable amphitryon. Jugez-en plutôt. Boudin de Ouassou, petit burgos aux pousses d'épinards et aux feuilles de ciguine, langouste aux mangues vertes. C'est pas fini. Porc caramélisé au vieux rhum du Quesnoy et au gingembre, fricassé de lapin aux oranges bourbonnaises, gratin de Christophine, gratin de pommes de psitère verte, gratin de banane poteau, salade de pourpier, 3 sorbets, coco, fruits de la passion, citron, gâteau fouetté. Quelle imagination hardie, quelle créativité ont présidé à l'élaboration de ces délices. L'eau ne vous en vient-elle pas à la bouche, cher lecteur ? Nous allons tous regretter qu'il n'y ait pas de buffet. En ce temps-là, les domestiques circulaient, s'échangeaient comme des piécettes de monnaie. Les bonnes maisons se les prêtaient et se les rendaient sans que jamais leur avis soit sollicité et que leur soit versé le moindre salaire. À dater de ce jour, Anne-Marie fut assaillie de requêtes sur papier Bristol émanant des familles les plus en vue. Pouvait-elle prêter victoire pour tel ou tel repas de baptême, d'anniversaire ou de noces ? Chaque fois, elle répondait avec délectation par la négative. Puisque le refus, c'est bien connu, s'attise de ne pas être satisfait, la réputation de Victoire augmentait à chaque refus. Ceux-là qui l'avaient le plus décriée, en une totale volte-face, la considéraient avec convoitise, rêvant de se l'approprier. Victoire n'appréciait pas tout ce bruit autour de sa personne. C'est un regret qu'elle confiait à Anne-Marie le secret de ses compositions culinaires afin que celle-ci les baptise et les fasse imprimer. Comme un écrivain dont l'éditeur décide du nom, de la couverture, des illustrations de l'ouvrage, c'était en partie se dessaisir de sa création. Elle aurait préféré en conserver le mystère. Quand elle inventait des assaisonnements, on mariait des goûts, sa personnalité se libérait, s'épanouissait. Cuisiner, c'était son rhum perlabat, son ganja, son crack, son ecstasy. Alors, elle dominait le monde. Pour un temps, elle devenait Dieu, là aussi, comme un écrivain. Chaque vendredi soir, on ouvrait à 2 battants les portes du grand salon et les invités s'y engouffraient. Un orchestre de sérénade les faisait danser la haute taille et la réjane jusqu'à l'heure du souper. Pourtant, tout ce qui les intéressait, c'était manger. Le dîner servi, ils se retenaient de se ruer vers la table. J'ai retrouvé également le numéro 55 de l'Écho pointois qui reproduit le menu d'un de ces dîners. Chiquetaille de morue, arançor et tomates fraîches, calabou crébiche, dorade entière à la marinade de citron vert, tortue des saintes en fricassé, riz indien, gratin de couscous, salade de choux palmiste, chaud d'eau, gâteau fouetté. Pour dire la vérité, ces réceptions hebdomadaires, prétexte à étalage de colliers choux et de tenues à la dernière mode parisienne, assommaient aussi Anne-Marie. Elle n'éprouvait un plaisir vengeur qu'au moment où les convives battaient furieusement des mains, réclamant victoire. Celle-ci apparaissait, avalée par un tablier écru brodé d'un grill, allusion à Saint-Laurent, patron des cuisinières, les joues coloriées d'être ainsi mises en vedette, puis retournées vite fait, courant presque dans son refuge. Merci Philippe. Alors Maryse, est-ce qu'on peut vous demander qui est Victoire et de nous dire pour quelle raison vous lui avez consacré un livre? On commence vraiment par le début. Ça remonte dans le temps, c'est lointain. Non, c'est très important. C'est une période, un aspect de ma vie qui est très important.
toujours, j'ai aimé cuisiner. Mais à partir de 15 ans, 16 ans, c'est devenu une sorte de réaction contre ma mère. Bon, vous comprendrez. Ma mère était la fille d'une femme totalement illettrée qui n'a jamais su parler français, qui parlait uniquement le créole. Mais elle travaillait, elle se louait, comme on dit vulgairement, elle se louait chez des blancs créoles, après tapetre. Et comme ces blancs créoles avaient aimé ma mère, la fille de Victoire, elles ont autorisé Victoire à envoyer sa fille avec le précepteur qu'elles avaient pour leur maison. Ça se passe au début du siècle. Il y avait peu d'écoles pour les enfants noirs, pour les enfants de couleur. Donc c'était une gentillesse, une bonté de leur part. Donc ma mère, fille d'une servante illettrée, cuisinière, ma mère a eu une éducation que vraiment les femmes noires de son époque n'avaient jamais. Donc, elle est devenue une des premières, la première institutrice noire de sa génération. Donc, il y avait un divorce entre cette mère illettrée qui avait été servante chez les Blancs et sa fille noire qui était la première institutrice de sa génération. Donc, il y avait une sorte de rapport complexe et ambigu. Ma mère a toujours eu honte de sa mère. Celle-là qui était incapable de parler un beau français. Mais en même temps, elle l'adorait. Vous voyez, ce mélange d'amour et de honte, c'est magnifique pour un écrivain. Donc, j'ai eu envie très tôt de parler du rapport ambigu, complexe, étrange, qui naissait ma mère et ma grand-mère. Donc, ma mère s'appelait Jeanne, non, faisait à retenir. Ma grand-mère s'appelait Victoire et se racontait ce rapport extrêmement riche et novateur dans Victoire, les saveurs et les mots. Pour moi, un écrivain n'est pas différent d'un cuisinier, du cuisinier. Ce que la cuisinière fait avec des saveurs, l'écrivain le fait avec les mots. Il y a un rapport. On cherche à faire du beau, on cherche à faire de quelque chose que personne n'oublie. Ma mère avait tellement honte de sa mère que j'ai appris seulement quand j'avais 10 ans, 15 ans, l'existence et le vrai travail que faisait ma grand-mère. Donc ce livre, Victoire, est aussi une sorte de revanche, une sorte de, oui, défi à une femme qui avait été méprisée toute sa vie et qui en fait était une créatrice. Je crois qu'aujourd'hui, qui est la journée des femmes, nous pouvons ensemble rendre hommage à Victoire, illettrée et créative en même temps. Alors, après avoir parlé de Victoire et en même temps un petit peu de Jeanne,
Donc nous allons justement suivre ce fil généalogique. Parole à Isabelle, là, pour une deuxième lecture. Oui, alors bien évidemment, j'ai lu Victoire avec beaucoup de bonheur. Je vous le conseille, c'est vraiment un livre savoureux. Moi, je vais juste évoquer La vie sans phare, qui est aussi un livre que j'ai lu avec grand plaisir. Dans l'épigraphe, vous prenez une citation de Jean-Paul Sartre. Vivre ou écrire, il faut choisir. Simplement, dans tout le livre, on voit bien que vous avez fait les deux de façon absolument exceptionnelle. Même si la littérature, enfin si l'écriture est arrivée tardivement. Et moi, ce livre, il me fait un peu l'impression d'une cocotte minute, parce qu'on sent dès le départ un démarrage assez raide, hein, et d'une femme qui va se contenir jusqu'à 43 ans pour se mettre à écrire vraiment. Et enfin, pouvoir faire jaillir ce jet de littérature, de mots, de phrases qui ont été comprimés dans la cocotte pendant 43 ans. Bien sûr, vous avez fait du journalisme, bien sûr, vous avez écrit des tas de choses pendant toute cette période-là, vous avez enseigné, et tout ce parcours de ce livre nous montre que la vie n'a pas été simple, parce que en fait, vous êtes envoyé par vos parents en France pour faire des études en métropole. Désolée, oui, je suis vraiment navrée. Merci de rectifier. Attention, là on voit les... Oui, d'accord. Voilà. Maryse n'est pas toute seule. Hein. Maryse n'est pas toute seule. Il y a les Martiniquais, il y a les Martiniquais aussi. D'accord. Bon. Oui. Et donc, très vite, un enfant, Denis, votre premier garçon, va s'annoncer. Et puis vont suivre des naissances un peu rapprochées. Et en fait, la vie matérielle va prendre le pas sur ce désir que vous avez et sur ce souhait aussi de peut-être répondre à la mission pour lesquelles vos parents vous ont voué à des études. Voilà. Oui. Qu'auriez-vous à dire à part la métropole? Je dirais que mon rapport à la littérature a toujours été très, très, très compliqué. Quand j'étais petite, mes frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que moi, donc j'étais très solitaire comme enfant. La grande distraction que j'avais, c'était mettre mes poupées en rond autour de moi et leur raconter des histoires. J'inventais, j'étais ailleurs, je leur parlais d'ailleurs. Ma mère, quand elle me surprenait, qui était une grande catholique, était horrifiée. Elle me punissait sévèrement en disant que je mentais. Donc, j'ai associé littérature et mensonge. J'étais attirée, mais j'avais peur. J'étais attirée, mais j'avais honte. Donc, finalement, le prix que j'ai eu en décembre, vous voyez, c'est récent, en décembre, m'a soulagée. Enfin, j'avais le droit d'écrire. Ce que j'ai fait n'était pas si mal après tout, pas si mauvais après tout. Bon, toute ma vie, j'avais réfréné ce désir d'écrire, d'autant plus que ma vie était dure. 4 enfants, pas de mari, divorcé. C'était pas... Tout le monde sait que c'était pas facile. Donc, j'ai eu à la fois le courage, la foi, à cause de mon deuxième mari,
qui est là quelque part, oui, qui m'a donné l'audace, la foi qu'il fallait pour écrire. Donc finalement, ce livre est aussi un effort de libération que je respecte beaucoup. Voilà, vous avez une belle collection de poupées devant vous aujourd'hui, hein, Maryse, pour vous écouter. Hein, c'est fabuleux, je ne sais pas si vous en aviez autant à l'époque. Hein. Voilà, un extrait de La vie sans phare. Alors, je vais simplement vous lire les 2 premiers paragraphes du livre. Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérité? Pourquoi faut-il que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie, d'où l'expression de la simple vérité s'estompe puis disparaît? Pourquoi l'être humain est-il tellement désireux de se peindre une existence aussi différente de celle qu'il a vécue? Par exemple, je lis dans les brochures rédigées par mes attachés de presse, d'après mes propres informations, à l'intention des journalistes et des libraires, en 1958, elle épouse Mamadou Condé, un comédien guinéen qu'elle avait vu jouer à l'Odéon dans Les Nègres, une pièce de Jean Genet mise en scène par Roger Blin, et part avec lui pour la Guinée, le seul pays d'Afrique qui ait répondu non au référendum sur la communauté du général de Gaulle. Ces phrases créent une image séduisante, celle d'un amour éclairé par le militantisme. Or, elles contiennent à elles seules de nombreuses falsifications. Je n'ai jamais vu Condé jouer dans Les Nègres. Lorsque j'étais avec lui à Paris, il se produisait que dans des salles obscures de théâtre et, ainsi qu'il le disait moqueusement, il faisait de la nègrerie. Il n'incarna le personnage d'Archibald à l'Odéon qu'en 1959. Alors que notre mariage était loin d'être une réussite, nous vivions la première de nos séparations. J'enseignais à Bingerville en Côte d'Ivoire, où est née Sylvie Anne, notre première fille. Paraphrasant donc Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions, je déclare aujourd'hui que je veux montrer à mes semblables une femme dans toute la vérité de la nature, et cette femme sera moi. Voilà, alors après Maryse, eh bien, on va entendre parler d'une autre femme. Pour ceux qui connaissent un petit peu les livres et les publications de Maryse, c'est la sorcière Tituba. Voilà, donc on va s'arrêter quelques minutes sur ce personnage assez fabuleux qui a fait l'objet d'un roman. Alors, moi j'ai choisi de lire aujourd'hui un ou deux passages de Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Et j'ai trouvé une résonance même avec ce que vous avez dit au préalable. Donc, pour le contexte, Tituba sera impliqué et jugé pour sorcellerie en 1692 lors du procès des sorcières de Salem. Je pense que c'est un personnage très intéressant à découvrir au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. Et vous avez fait écho à ça, justement en parlant de toute cette filiation. Dans votre filiation, vous n'avez parlé que des femmes, et on entend parler là beaucoup de femmes, et je trouve ça très, très, très fort. Tituba est une femme, elle est noire, elle est libre, bien que soumise à l'esclavage. Et rien que pour ces 3 raisons, elle fait peur. Elle fait peur à la société puritaine qui l'accuse. La peur est amplifiée par ses connaissances de guérisseuse, ses pouvoirs de faiseuse de sorts et sa faculté à parler aux morts. Je vais vous lire d'abord le tout début. Je vais essayer de vous lire les 2 naissances de Tituba. Abena, ma mère. Un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, un jour de 1600 et quelques, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis né.
de cet acte de haine et de mépris. À la suite, Abena est vendue comme esclave. Son maître, lorsqu'il s'aperçoit qu'elle est enceinte, essaye de la chasser, et Abena est donnée à Yao, un autre esclave, qui a été vendu avec elle. Je naquis 4 mois plus tard. Yao et ma mère connaissaient le bonheur. Triste bonheur d'esclave. Incertain et menacé, fait de miettes presque impalpables. À 6 heures du matin, le coutelas sur l'épaule, Yao partait au champ et prenait sa place dans la longue file d'hommes en haillons, traînant les pieds le long des sentiers. Pendant ce temps, ma mère faisait pousser sur son carreau de terre des tomates, des gombos et autres légumes, cuisinait, nourrissait une volaille éthique. À 6 heures du soir, les hommes revenaient et les femmes s'affairaient autour d'eux. Ma mère pleura que je ne sois pas un garçon. Il lui semblait que le sort des femmes était encore plus douloureux que celui des hommes. Pour s'affranchir de leurs conditions, ne devait-elle pas passer par les volontés de ceux-là même qui les tenaient en servitude et couchés dans leur lit? Yao, au contraire, fut content. Il me prit dans ses grandes mains osseuses et moignit le front du sang frais d'un poulet après avoir enterré le placenta de ma mère sous un fromager. Ensuite, en me tenant par les pieds, il présenta mon corps aux 4 coins de l'horizon. C'est lui qui me donna mon nom, Tituba. Tituba. Je vais passer à un autre moment. Alors, je vous laisserai lire le livre. Je vous fais juste des petits extraits. Je ne vais pas vous raconter, je ne vais même pas vous raconter ce qui se passe au milieu. C'est vraiment à lire. Alors c'est sur la... donc, avec des allers-retours de Tituba entre la condition d'esclave et la liberté, avec des apprentissages notamment de guérisseuse avec Maniaya. Donc voilà, elle a des figures de femmes également, Abena, Maniaya, elle parle à ces figures de femmes qui sont mortes, et ça ponctue en fait toute sa vie. Et là, je vais parler d'une partie qui est après le procès, et de sa sortie de prison après le procès. Et après le procès, elle doit être vendue pour pouvoir en fait, rembourser les frais de prison. Donc, ce qui est très 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 dur. Et en voyant un juif qui venait voir, un juif commerçant, elle a soudain l'espoir en fait de retour à la Barbade, parce qu'elle s'est retrouvée, Salem est à côté, et pas très loin de Boston aux États-Unis, donc ce qui est plutôt loin de la Barbade, et donc elle était là-bas, et elle a cette possibilité de retour dans ses Antilles, ce qui lui donne beaucoup de force et d'envie d'appartenir à ce juif. 3 jours plus tard, Noyes va ouvrir la porte de ma cellule. Derrière lui, dans son ombre, se coulait le juif, plus roux et bancal que jamais. Noyes me poussa jusqu'à la cour de la prison, et là, le forgeron, homme massif en tablier de cuir, m'écarta sans façon les jambes autour d'un billot de bois. Puis d'un coup de maillet d'une effroyable habileté, il fit voler mes chaînes en éclats. Il recommença la même opération, avec mes poignets cependant que je hurlais. Je hurlais comme le sang qui, pendant tant de semaines, s'était tenu à l'écart de mes chairs, les inondait à nouveau, plantant 1000 dards, 1000 pointes de feu sous ma peau. Je hurlais, et ce hurlement, tel celui d'un nouveau-né terrifié, salua mon retour dans le monde. Je dus réapprendre à marcher. Privé de mes chaînes, je ne parvenais pas à trouver mon équilibre et chancelais comme une femme prise d'alcool mauvais. Je dus réapprendre à parler, à communiquer avec mes semblables, à ne plus me contenter de rares monosyllabes. Je dus réapprendre à regarder mes interlocuteurs dans les yeux. Je dus réapprendre à discipliner mes cheveux, nids de serpents sifflant autour de ma tête. Je dus frotter Dongan
ma peau sèche et crevassée, pareille à un cuir mal tanné. Peu d'individus ont cette déveine, naître par 2 fois. Voilà, quelques lectures de Tituba la sorcière. Alors Maryse, les sorcières, en fait, c'est très à la mode aujourd'hui. Cette histoire, elle se passe plusieurs siècles en arrière. Mais figurez-vous, nous, au Bleuet, nous vendons des livres sur les sorcières avec... voilà, il y a des livres qui sont des vrais best-sellers aujourd'hui. Comment explique-t-on cela, en quelque sorte? Bon, je dirais les sorcières, c'est historique, c'est dans le passé. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage? Pourquoi est-ce que vous en avez fait un roman? Et quelle est l'actualité, justement, de ce personnage? Bon, alors, j'ai édité chez Aubin Cure de France, au bon soin de Simone Gallimard. On s'aimait beaucoup toutes les deux, Simone Gallimard, qui est morte il a maintenant, et moi. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'a téléphoné, elle m'a demandé, est-ce que tu pourrais raconter l'histoire d'une femme de ta région pour une collection qu'elle avait et qui s'appelait l'histoire immédiate? J'ai dit oui, et pourquoi pas. Je vais chercher. J'ai d'abord voulu écrire sur la femme de Césaire, Aimé Césaire, le grand poète martiniquais. Sa femme s'appelait Suzanne, était à mon avis remarquable. C'était le caddie, la poésie antillaise, martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. Mais c'était un peu trop intello, donc j'ai laissé. J'ai voulu écrire après sur Celia Cruz, une grande musicienne cubaine, grande chanteuse, très connue, très connue. Mais Celia Cruz avait été hostile à Fidel Castro, avait quitté Cuba à cause de Fidel Castro, et je ne voulais pas écrire sur une femme qui avait tourné le dos à un héros que j'admire. Je ne vous cache pas, j'admire Fidel Castro. Bon, donc, comme restait-il à faire? C'est là qu'intervient la magie. Un jour, je suis avec Richard et nous marchons dans les rayons de la bibliothèque de UCLA. Un livre me tombe entre les mains. C'est vrai, je ne vous mens pas. Un livre me tombe entre les mains. Je l'ouvre et je vois Tituba par un auteur américain qui s'appelait Al Piri, l'histoire de sa vie. Donc je me suis dit, c'est pour moi. Il faut que j'en fasse quelque chose. C'est pour moi. Donc, ce livre que j'ai lu m'a paru trop conventionnel. C'était la Tituba de Arthur Miller qu'on a vu après dans Les sorcières de Salem. Trop conventionnel. Une vieille femme noire assez moche et qui n'attirait personne. Donc j'ai réinventé une sorcière à mon goût, belle, sensuelle, qui attirait des hommes, qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. C'est ma Tituba. C'est ça l'actualité des sorcières, donc. Hein, voilà, c'est la raison pour laquelle elles sont en vogue aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et il y avait une femme, professeure d'histoire, qui travaillait avec moi, Rose Cohen, qui m'a dit, si tu veux tout savoir des sorcières, moi-même, je suis sorcière. Je crois qu'elle n'était pas. Ben, se vante-t-elle. Donc, je l'écoutais et avec ce qu'elle racontait
Et ce que j'imaginais, le livre est né. La sorcière qui tu vois que tu as lu est né d'un mélange d'impressions et de souvenirs. Voilà. Je ne sais pas comment sont les vraies sorcières, la mienne imaginaire. Il y a une dimension de liberté, là, dans cette figure de la sorcière aussi. Oui, j'ai voulu qu'elle, comment dire en Afrique, qu'elle travaille seulement de la main droite. Ça veut dire qu'elle ne fasse que du bien. Je ne voulais pas du sorcier qui fasse le mal. Uniquement le bien. Porter le bonheur, porter le ravissement aux gens, mais pas nuire, pas détruire. C'était une prérogative que j'exisais. Très bien. D'ailleurs, elle est tiraillée, Tituba, régulièrement. Elle a des amis, des esclaves comme elle qui lui disent mais t'es une sorcière, tu pourrais jeter un sort contre eux, etc. Et elle est vraiment tiraillée, et c'est vraiment un choix. C'est là que c'est ce que je voulais dire aussi par la liberté même en étant esclave. Elle garde sa liberté. Merci. Voilà, pour Tituba. Alors, on va voyager un peu, il faut absolument partir en direction de l'Afrique, parce que évidemment, c'est une destination importante dans l'œuvre de Maryse, et on lui demandera un petit peu de nous expliquer pour quelles raisons après. En tous les cas, les personnages de ces romans sont des personnages qui circulent dans le monde, sur les différents continents, dans les différents pays. Hein. On est dans si vous voulez, je dirais un dépaysement et des déplacements importants, au point d'ailleurs de se poser la question un peu des racines, de l'identité de ces personnages, mais on y viendra après. Quelques lignes, donc attachez vos ceintures, on décolle de Banon, n'est-ce pas, de l'aéroport international de Banon, et on atterrit au Cap, c'est un peu loin. Le Cap, alors c'est tiré de l'histoire de la femme cannibale, donc un autre roman bien connu de Maryse, réputé, voilà. Les premières lignes du roman. Le Cap dormait toujours de la même façon, couché en chien de fusil. Après des heures de silence funèbre, lourd comme la police d'un dirigeant soviétique d'autrefois, des moteurs se mettaient à pétarader de tout partout, des engins à tonitruer. Dans le lointain, pareil au glapissement des cormorans, les sirènes des premières ferries déchiraient les nuages de brume flottant ras sur mer au départ de Robben Island, ex-île camp de concentration métamorphosé en attraction touristique internationale. Puis le frein des autobus bondés, convergeant de la misère des bas-fonds vers la splendeur du centre, butait aux mêmes arrêts. Les milliers de pieds mal chaussés des Noirs se hâtaient vers les emplois subalternes qu'ils n'avaient pas cessé d'occuper. Ces bruits étaient précédés des vroom-vroom de rondes d'hélicoptères trouant l'aube. Les hélicoptères de la police, aux yeux perçants, débusquant les malfaiteurs de leurs trous à rats. Car la nuit du Cap débordait de toute qualité de puanteur et de pourriture. C'était un cauchemar dont la ville sortait exsangue. Ses dallots charroyant la bile et la sanie. Sa chevelure de néflier et de pin maritime raidit d'effroi. Rosélie s'assit sur le lit que, depuis 3 mois, elle occupait seule, roulée en position de fœtus. Le nez collé contre la cloison parce que le vide derrière son dos la terrifiait. « Est-ce que j'ai dormi cette nuit ? Non, je n'ai pas dormi. Je ne dors plus. Est-ce que mes dents ont grincé ? Parfois, elles s'entrechoquent comme des billes de bois sur l'eau furieuse d'un fleuve. Je mords mes lèvres, elles saignent. Je geins, je gis et je geins. Voilà, donc
les premières lignes impressionnantes, donc les premières impressions en quelque sorte du Cap. Pourquoi, et en même temps ça paraît évident, mais ça serait bien que vous nous l'expliquiez un petit peu, Maryse, pourquoi est-ce que l'Afrique est si présente dans vos romans, au point que les personnages se déplacent souvent, en quelque sorte ils sont originaires des Antilles, ils sont originaires de la Guadeloupe en particulier, même dans le dernier roman, on en parlera dans un moment, Le fabuleux et triste dessin d'Ivan et Ivana. Ivan et Ivana sont originaires de la Guadeloupe et puis ils partent en Afrique. Bon, alors... je dirais que le Cap où je suis allé une fois, l'Afrique du Sud, c'était pour la première fois de ma vie une ville où j'avais peur. J'ai vécu à New York, dans des villes violentes comme New York, mais je n'ai jamais eu peur. Comme j'ai eu peur au Cap, en Afrique du Sud. Pourquoi? J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de loi, qu'on pouvait tuer, assassiner une femme noire et que tout le monde serait indifférent. Donc cette ville, je suis resté 2 fois, on y est allé 2 fois, 2 colloques, m'a terrifié. Et ce qui ajoutait à ma terreur, c'est qu'elle était belle. Jamais vu une ville plus belle que le Cap. La beauté, le danger caché, le racisme. Les gens étaient très racistes avec nous. Richard un blanc, sa femme noire. Les gens étaient choqués, profondément choqués, polis toujours. On n'a eu aucun problème. Mais le fait, dans les regards, dans les sourires, moi, je voyais la haine. Donc, le Cap, c'est un point important dont j'ai eu besoin de parler. Bon, l'Afrique en général, c'est différent. Le Ghana, la Guinée, le Sénégal sont des pays où j'ai eu des aventures diverses. Mais le Cap, l'Afrique du Sud, c'est différent. Ce qui m'a plu dans l'Afrique, c'est la musique. Tous ces pays, le Ghana, la Guinée, le Sénégal, regorgent de musique. Vous réveillez le matin en musique. Vous vous couchez le soir en musique. C'est magnifique. Donc, pour moi, l'Afrique, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défauts. Mais c'est d'abord une terre d'harmonie, de son maîtrisé, de son offert au cœur et à l'esprit de tous ceux qu'elle a établis. Voilà. Alors, pour ces personnages qui circulent de continent en continent, évidemment, il y a des rencontres qui se produisent, il y a des couples qui s'organisent et qui sont des couples mixtes dans tous les sens du terme. Alors, je vais lire un petit passage parce que c'est un point qui est très important aussi dans les romans de Maryse. Je lis un petit passage à ce propos. Un jour, après un gueuleton bien arrosé, une belle fille était venue faire admirer son dernier né. Angelot blond et rose, comme on les affectionne. Vous imaginez le petit Simon qui est là. Voilà, hein. Angelot, blanc et rose, comme on les affectionne. C'est alors qu'Annie, le teint échauffé, la voix pâteuse, se tourna vers Stephen pour le supplier. Pas de petit-fils, pas de petit-fils, jamais au grand jamais. Elle ne pourra serrer un petit métis dans ses bras. Les métis ne sont-ils pas l'abomination des abominations? Rosélie l'écoutait estomaquée. Ainsi sa patience, son obligeance, les délices de la cuisine créole n'avaient servi de rien. 4 siècles après, le code noir avait toujours force de loi. Défendons à nos sujets blancs,
entre guillemets, le code donc noir, défendons à nos sujets blancs de l'un et l'autre sexe de contracter mariage avec les noirs à peine de punition et d'amende arbitraire. Fermons les guillemets. Voilà. On connaît un peu tous cela, évidemment, on a un peu mémoire, je dirais, de notre histoire. Voilà. Lépreuse et pestiférée, elle était. Lépreuse et pestiférée, elle restait, portant dans sa matrice des germes capables d'anéantir les civilisations. Depuis ce jour, elle ne mettait plus les pieds à Verberie où Annie la réclamait plaintivement, été après été. Stéphane lui donnait tort. Que de bruit pour rien. Comment peux-tu accorder de l'attention au bavardage d'une vieille femme de 75 ans, un peu pompette par-dessus le marché? Quoi que tu penses, ma mère t'aime beaucoup. Je ne vais pas lire plus loin, mais ce qui est assez intéressant, parce qu'il y a 2 pages, je dirais, qui suivent, c'est que ensuite Maryse détaille justement toutes les mixités possibles, qui ne sont pas simplement celles de la couleur, mais qui sont aussi celles de la culture, qui peuvent être celles des âges, qui peuvent être celles des sexes, etc. Et donc Maryse se demande alors, mais pour quelle raison cette mixité de couleurs est-elle, entre guillemets, interdite ou taboue, etc. Alors que les autres le sont moins. Je laisse Maryse nous dire quelques mots à ce propos. Mais c'est quel livre? Alors, c'est l'histoire de la femme cannibale. Ah oui, quand elle a... Oui, oui. J'ai été toujours frappée de voir qu'un enfant métis est mieux aimé, plus admiré qu'un enfant noir. Finalement, le métissage petit et souple et beau, mais adulte, c'est le mélange de deux doctrines majeures. Quand je n'en rappelle pas très bien le passage, tout ce que tu as lu est extrait, je ne dirai pas davantage. Je répondrai aux questions qui ne manqueront pas d'être posées. Mais le rapport au métissage m'a paru différent selon qu'on a un petit métis ou un adulte métis. Voilà, alors là, c'est le métissage des enfants, puisque le passage commence par là, mais il y a la dimension des couples mixtes, c'est-à-dire noir et blanc, par exemple, c'est au cœur de ce roman, et ça revient souvent dans vos écrits, cette difficulté, en quelque sorte, des couples mixtes. Est-ce que ça revient? Oui, peut-être, mais je n'ai pas conscience de ça. Je crois que le métissage est ce vers quoi nous tendons. Le monde sera métis un jour. Il l'est déjà. Il commence à l'être. Donc, il faut aimer, tolérer le métissage. Mais hélas, malheureusement, il y a encore des gens qui sont hostiles. Mais je crois me rappeler que dans l'histoire de la femme cannibale, il y a l'idée des métis, non? Un dîner où on invite une série de couples métis qui donnent leur avis sur le monde, de couples mixtes. Je dis non, peut-être que j'oublie. Voilà. Merci donc à Maryse pour ses propos sur le métissage, plein d'espérance sur l'avenir. Un tout petit mot pour terminer sur cette étape, sur l'histoire de la femme cannibale. On ne peut pas passer à côté de quelques lignes. Il y a un tout petit paragraphe à propos du français. Le français n'est-il pas une langue coloniale? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'une langue coloniale? Je parle ce que je suis. Je suis ce que je parle. Je parle donc je suis. Je suis donc je parle. La réponse de Salama Salama l'avait beaucoup irrité. Le français m'appartient. Mes ancêtres l'ont volé aux Blancs, comme Prométhée le feu. Malheureusement, ils n'ont pas su allumer d'incendie d'un bout à l'autre de la francophonie.
Voilà, un passage assez fulgurant sur l'usage du français. Voilà. Alors, le français langue coloniale ou le français volé, pardon, comme Prométhée a volé le feu aux dieux. Bon, alors, je crois que là, j'aurais beaucoup à dire. Le problème, c'est qu'il y avait une grande querelle parmi des écrivains antillais écrits en créole ou écrits en français. Chamoiseau est confiant. Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant étaient les tenants de la crudité. Ils exigeaient, ils suggéraient que tous les écrivains antillais devaient écrire en créole qui était la langue de leurs ancêtres. Moi, je n'ai jamais cru ça. Pour moi, parler en français, ça ne me gêne pas. Le français que moi je parle est le mien. La langue que j'ai été écrite, la langue dont j'ai fait ce que je voulais. Il y a ces phrases que Martha, qui a traduit un des livres en espagnol, m'a cité, m'a rappelé. Je n'écris pas en créole, je n'écris pas en français, j'écris en Maryse Condé. Ça veut dire que dans la langue que j'utilise, peut-être il y a des mots français, mais ils sont les miens, ils sont moi. Il n'y a pas de lèse-majesté. Peut-être qu'on a interdit à les ancêtres il y a longtemps de parler français, peut-être. Mais maintenant, je parle français et j'ai le droit et je n'estime personne. Je donne le droit à personne de m'interdire de parler français, c'est ma langue. Voilà, c'est le professeur de Columbia qui parle là, de Maryse qui a longuement réfléchi sur l'usage des langues et en particulier l'usage du français, dans le travail intellectuel, dans l'écriture. Voilà, nous acheminons vers une dernière étape. Alors, il nous fallait dire quelques mots du dernier roman paru de Maryse, Le fabuleux destin d'Ivan et Ivana, voilà, de Jean-Claude Lattès, qui est paru en 2017, que nous avons évidemment ici à vous proposer, et donc qui est une histoire tout à fait actuelle. Alors, je n'en dis pas plus, on va lire la première page, en quelque sorte, de ce roman pour s'installer un petit peu, et c'est une première page qui est tout à fait surprenante. Je laisse la parole à Elisabeth Barillet, qui est donc écrivain elle-même, voilà, et donc il nous fait la gentillesse d'être avec nous ce matin pour lire ce passage de Maryse. Une force invincible assiégea les jumeaux. D'où venait-elle? Que voulait-elle? Ils avaient l'impression d'être brutalement tirés vers le bas, obligés de quitter l'habitacle tiède et paisible dans lequel ils avaient vécu pendant des semaines. Une odeur épouvantable les prenait aux narines au fur et à mesure qu'ils effectuaient cette descente forcée. Odeur qui était semblable à un ramassis putride. Celui qui possédait un bouton entre les jambes précéda l'autre plus petit, moins formé, et dont le sexe s'était creusé d'une large balafre. Il se fraya un passage à coups de tête dans ce couloir resserré dont les parois s'écartaient lentement. Jusqu'à là, un seul événement avait émaillé le temps. Être l'un contre l'autre constituait leur habitude dominante. Ils n'avaient goût qu'à être tout proches et à respirer l'odeur acide mais agréable qui les enveloppait de toutes parts. L'habitacle où ils avaient passé de longues semaines était sombre. Aucune lumière. Par contre, il était poreux à tous les bruits. Au milieu des sons qu'ils recevaient, ils avaient fini par en reconnaître un et avaient compris qu'il provenait de celle qui les portait. Doux, chantant, toujours égal à lui-même.
Il versait en eux son plein d'harmonie. Par moments, il alternait avec d'autres, plus aigus, moins intimes et plaisants. Soudain, il s'agissait parfois d'un véritable uélélé, d'un concert de sonorités confuses et métalliques. Les fœtus, continuant leur descente forcée, se trouvèrent soudain dans un passage aux murs roides qui leur sembla interminable. Ensuite, ils atterrirent dans un espace circulaire, étrangement mouvant et mobile. Après l'avoir traversé, ils tombèrent brutalement sur une surface plane, pleine d'une lumière qui leur fit mal aux yeux. Là, ils furent saisis à hauteur des épaules, contact qui les dérangea autant que cette clarté qui les blessait. D'instinct, pour se défendre, ils portèrent leurs poings à leurs yeux. En même temps, un vent inconnu, emplissant leurs poumons, les faisait suffoquer, et malgré eux, ils ouvraient leur bouche, des cris emmêlés qu'ils ne contrôlaient pas sortirent. Sans ménagement, ils furent trempés dans un liquide tiède qui n'avait ni l'odeur, ni le goût de celui auquel ils étaient accoutumés. On enveloppa leur corps, dont ils avaient soudain conscience. On les déposa sur un coussin de chair rebondie, dont l'odeur pénétrante envahit leurs narines comme un parfum. Quel bien-être! Qui les guérissait de l'horrible traversée qu'ils venaient d'effectuer. Ils devinèrent qu'ils reposaient contre le sein de celle qui les avait portés et dont ils ne connaissaient que la voix. Avec volupté, ils découvraient son odeur, ils découvraient son contact. Ils se mirent à sucer goulûment les outres pleines de liquide parfumé qu'on leur mettait dans la bouche. Leur vie commença à ce moment-là. Alors, on s'aperçoit que les auteurs ou les autrices, comme on dit maintenant, non seulement écrivent des livres, mais elles savent très bien lire aussi. Voilà. Alors, ce roman étonnant, quelques mots, Maryse, ça commence, c'est des jumeaux, un garçon et une fille, ça commence plutôt bien. Bon, le garçon précède, mais peu importe, ça pourrait être l'inverse. Au fond, des jumeaux, c'est fait en quelque sorte pour vivre ensemble, pour filer un amour parfait. Ça dure assez longtemps, mais pas toujours, et ça se complique. Pour quelle raison vous avez fait le choix justement de ces jumeaux? Bon, alors, avant de répondre à cette question, je vais dire d'où m'est venu le passage sur la naissance des jumeaux. Je pense que tout le monde a compris que j'essaie de dépeindre une naissance vue de l'intérieur. Je suis une femme, j'ai porté 4 enfants et je pense que c'est un mystère, un miracle que toutes les femmes ont à l'esprit. Comment on accouche? L'enfant descend, il vient au jour. Mais avant, je dirais qu'un livre parle toujours à un autre livre, comme a dit Umberto Eco. Un livre parle à un livre. Ce livre-là, ce passage, je l'ai écrit parce que Richard lisait un livre qui avait trait un accouchement dans un livre anglais que je n'ai pas lu moi-même. Mais c'était ma façon de répondre à ce livre, la peinture que faisait ce livre. Je voulais dire comment moi, Marie Condé, j'avais vécu des naissances. Deuxièmement, pour répondre à ta question, je dirais que le monde change. Quand j'étais enfant, mes parents, mon père et ma mère, me disaient que le monde deviendrait très beau, plus beau. Que peut-être en Guadeloupe, on était malheureux, peut-être on n'était pas libre. Il y avait l'esclavage, il y avait l'assimilation, la congestion, mais que demain,
demain serait beau, demain serait merveilleux. Or, hélas, depuis quelques années, je crois que rares sont les gens qui peuvent se dire demain sera beau. On a peur. Enfin, moi, je vis dans une sorte d'angoisse, des attentats, les gilets jaunes, les violences policières. Donc, le monde apparaît comme affreux, menacé, un piège. Donc, dans le fabuleux saint d'Ivan Divala, j'ai voulu traduire mes sentiments. Donc, deux jumeaux, mais très proches, peut-être même trop proches l'un de l'autre, dont l'une, la fille, deviendra une sainte locale et l'autre un terroriste. Je veux montrer que si on ne comprend pas les gens, si on ne les aide pas à accoucher de leurs rêves, de leurs désirs, de leurs ambitions, on peut arriver à des catastrophes. Je crois qu'il faut essayer de comprendre le monde, et c'est dur maintenant. Ce livre est ma tentative de porter des réponses à ce que je ne comprends pas dans le monde, à ce que nous ne comprenons pas du monde. On me dit que oui, il y a une logique, mais je n'en vois pas et j'essaie de la trouver. Donc ce livre est un livre de questions et non pas un livre de réponses. Voilà. Et c'est un livre assez cataclysmique, entre guillemets, voilà, où cette histoire alors, de jumeaux qui, au fond, est la matière assez courante des romans. Hein. Il y a bon nombre de romanciers qui se sont emparés. On est sur les terres de Giono, et par exemple, les fameux Cavaliers de l'Orage, ces deux personnages qui finissent par se déchirer alors qu'ils s'adorent au départ, et voilà, deux frères. Donc, eh bien, cette histoire de jumeaux rejoint la grande histoire, et en particulier celle, si vous voulez, donc, du terrorisme actuel, bon, en partie en Afrique, mais évidemment aussi en Europe, etc., tel qu'on le connaît. Donc, effectivement, Maryse est très à la page de ce point de vue-là, et donc est capable de s'emparer des événements actuels, des situations que l'on connaît, et d'en faire la matière d'un roman. Donc, dernier roman de 2017. Je signale aussi, nous avons le précédent de 2015, Mais et Merveilles, qui est en quelque sorte beaucoup plus méditatif et beaucoup moins effrayant que celui-ci, Maryse. Oui, j'avais moins peur que maintenant, c'est tout. Maintenant, je suis terrifié. Donc, c'est pour ça. Alors, on va terminer sur, je dirais, l'optimisme, je pense, il y a quelques minutes de Maryse à propos des couples mixtes, etc. Vous savez, nous, on a un fils qui s'est marié donc, avec une jeune africaine, métisse en l'occurrence, donc dont la maman est du Rwanda, une famille qui d'ailleurs a échappé, je dirais, au génocide, etc. Mais on voit grandir, on a un petit enfant, donc voilà, métisse, etc. Et c'est une grande joie, voilà, de vivre cette dimension-là dans notre famille. Et donc on a bien entendu tout à l'heure vos propos d'espérance et d'ouverture à ce sujet. Voilà. Bon. Un petit mot pour terminer, Maryse. Merci d'être venu. Merci d'avoir passé tout ce temps à m'écouter. Merci encore. Un grand merci à tous. Désolé pour les quelques personnes en épulsant. Désolé pour les quelques personnes qui sont derrière, qui sont restées. Il y a une question qui est née là. Voilà, éventuellement. Allez, allez-y, fort. J'aimerais recevoir de Madame Condé un petit bout de fraternité. Un petit bout de fraternité. Vous l'envoyez, Maryse? Oui. Vous connaissez le monsieur, là? Je viens le chercher. Venez chercher la fraternité. Un petit bout de fraternité. Un
intéressé. Merci à vous. Marilyn, allez, un mot. Voilà, moi, pour tout ce que vous êtes, pour la jeune fille que j'étais à la sortie de l'adolescence, vous avez été pour moi vraiment un chemin qui s'est tracé dans l'autorisation de vivre mes choix de vie que je ne connaissais même pas encore, à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Et ça a été votre voix, enfin, la voix de Tituba, vous à travers Tituba, mais je ne vous connaissais pas, donc j'ai focalisé sur Tituba, m'a permis de vraiment me faire confiance. Et à partir de là, de choisir un métier qui n'était pas prévu pour moi, de vivre une façon peut-être qui n'était pas prévue pour moi. Et je vous dois beaucoup de choses, ainsi qu'à Simone de Beauvoir, mais je ne la rencontrerai pas. Donc je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous êtes, et encore la modernité. Je suis estomaquée par l'énergie intellectuelle et le cadeau que vous nous faites de vos pensées, qui vont toujours nous aider à avancer. Merci beaucoup, Maryse Condé. Un peu perdue, pleine d'humilité, parce que le cadeau que vous me faites ce matin est magnifique. Je vais l'emporter avec moi et le garder dans ma maison à Gordes. Merci à vous, merci du fond du cœur. Merci. Allez, une dernière question. Voilà, Catherine, vas-y. La question. Je voudrais savoir, d'abord vous remercier pour la poésie de vos mots, même quand vous décrivez les douleurs que vivent les habitants des îles. Je voudrais savoir, pour vous, est-ce que le créole est une langue ? Oui, il peut-être, pourquoi pas. Ça dépend de qui je parle, de la place qu'il occupe dans sa vie. Oui, et peut-être. Pour moi, c'est pas ma langue. Ma mère, quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, me disait les contes de Pérou, Cendrillon, Ex-Napel-Breton. Elle m'a jamais dit un conte de créole. Donc, pour moi, le créole n'a pas de place dans ma vie personnelle. Je l'entends, je le connais, je l'aime. Je dirais, comme ils ont dit ça, j'écris en présence de toutes les langues du monde. Mais le cœur n'est pas essentiel pour moi. Important, mais pas essentiel. Voilà. Voilà. Un immense merci, Maryse. Voilà. Nous allons rester là.